Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre des probabilités conditionnelles. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on verra donc bien sûr la notion de probabilité conditionnelle, on verra comment est construit dans ce contexte un arbre de probabilité, on verra la notion d'indépendance. Pour préparer un contrôle ou un examen, ceci ne suffira pas évidemment, il faudra t'entraîner sur des exercices. Je te conseille donc de cliquer sur le lien qui te mènera vers d'autres vidéos proposant de nombreux exercices sur le thème des probabilités conditionnelles. On peut commencer. Alors le mieux pour entrer dans la notion de probabilité conditionnelle, c'est de partir d'un exemple. On considère donc l'expérience suivante, on choisit au hasard un élève dans une classe, et on considère deux événements. L'événement M, l'élève est fort en maths. L'événement F, l'élève est fort en français. Du coup, si je parle de l'événement M inter F, il signifiera que l'élève est fort en maths et en français. Il est donc fort dans les deux disciplines. Parlons maintenant de probabilité. Si je considère la probabilité P de M, donc la probabilité que l'événement M se réalise, c'est donc la probabilité que, en choisissant un élève au hasard dans toute la classe, je tombe sur un élève qui soit fort en maths. Mais, regardons la situation suivante. On ne considère que les élèves qui sont forts en français. Ceux qui ne sont pas forts en français, je les élimine. Donc que les élèves qui sont forts en français. Et je voudrais, parmi ceux qui sont forts en français, en choisir un qui est fort en maths. L'intersection n'est peut-être pas vide, on vient de le voir juste au-dessus. M inter F désigne les élèves qui sont à la fois forts en maths et à la fois forts en français. Donc, je reprends, je considère simplement les élèves qui sont forts en français et je voudrais calculer la probabilité qu'ils soient forts en maths. Et bien là, on est dans le cadre de ce qui s'appelle une probabilité conditionnelle. Sachant que l'élève est fort en français, quelle est la probabilité qu'il soit fort en maths également? Que s'est-il passé? J'ai restreint l'univers des possibles. Tout à l'heure, je considère que la probabilité des élèves qui sont forts en maths parmi tous les élèves. Maintenant, je considère la probabilité qu'ils soient forts en maths parmi les élèves qui sont forts en français seulement. Et bien là, on a une probabilité conditionnelle qui se note de cette façon-là. P de M sachant F. La probabilité qu'il soit fort en maths sachant qu'il est fort en français. Et ça, c'est une probabilité conditionnelle parce que je mets une condition. La condition qu'il soit fort en français. Et à partir de là, eh bien, on peut maintenant définir ce que c'est qu'une probabilité conditionnelle et introduire une formule qui nous permet de calculer cette probabilité conditionnelle dans le cas général. Si on a A et B qui sont deux événements, eh bien, la probabilité conditionnelle de B sachant A, c'est-à-dire je voudrais connaître la probabilité que l'événement B se réalise, sachant que l'événement A est réalisé. Je restreins donc mon univers. Eh bien, la probabilité que l'événement B se réalise, sachant que l'événement A est réalisé, elle est notée donc P de B sachant A, et elle est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Voilà comment se note et comment est définie la probabilité conditionnelle. Mais alors, si j'applique cette formule à mon exemple, et que je voudrais donc écrire une formule qui me donne la probabilité de M sachant F, ça donnera quoi? Eh bien, ça donnera ceci. Ça donnera probabilité de M sachant F égale à la probabilité de M inter F sur la probabilité de F. Alors, je précise qu'on peut écrire probabilité de M inter F ou probabilité de F inter M, c'est évidemment strictement la même chose. Donc, si je veux obtenir la probabilité de M sachant F, il me faudrait la probabilité de l'intersection des deux événements sur la probabilité de F, c'est-à-dire la probabilité que la condition soit réalisée. Alors, on va juste mettre un petit emballage pour bien comprendre la différence qu'il y a entre la probabilité de
M sachant F et la probabilité de M inter F. Parce que c'est souvent là qu'on se trompe et c'est souvent là qu'on a du mal à savoir quelle probabilité est désignée dans un exercice. On considère maintenant qu'on a une classe de 30 élèves. Parmi ces 30 élèves, 10 sont forts en maths, 12 sont forts en français et 7 sont forts dans les deux, en maths et en français. Du coup, je peux calculer la probabilité de M. Facile. Il y en a 10 qui sont forts en maths sur 30 élèves, ça nous fait donc du 10 sur 30, c'est-à-dire un tiers. Je peux également calculer la probabilité de F. Il y en a 12 qui sont forts en français sur 30, soit 12 trentièmes qui se simplifient en 2 cinquièmes. Je peux calculer la probabilité des deux, de l'intersection des deux, c'est-à-dire la probabilité de M inter F. Probabilité qu'il soit fort en maths et en français, j'en ai 7, donc 7 sur 30. Jusque-là, pas de problème. Mais alors, à partir de là, quelle est la probabilité de M sachant F? Eh bien, c'est la probabilité de M inter F, c'est-à-dire 7 trentièmes, sur la probabilité de F, c'est-à-dire 2 cinquièmes. 7 trentièmes sur 2 cinquièmes, alors je passe ici sur les calculs de fractions. Si tu effectues tout ça, ça te donnera 7 douzièmes. Alors, on voit bien, et on pouvait s'en douter, que la probabilité de M sachant F, qui fait 7 douzièmes, n'est pas égale à la probabilité de M inter F, qui fait 7 trentièmes. Pour bien comprendre la différence entre les deux, la probabilité de M sachant F, on a dit c'est la probabilité donc qu'il soit fort en maths, sachant qu'il est fort en français. Je ne regarde là que parmi ceux qui sont forts en français. On a bien dit, on a restreint l'univers. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas du reste de la classe. Ceux qui ne sont pas forts en français, ils ne font même plus partie de mon expérience. Eh bien, cette probabilité est de 7 douzièmes. Alors qu'ici, c'est la probabilité qu'il soit fort en maths et en français. En maths et en français, parmi toute la classe cette fois-ci. Là, je regarde sur l'ensemble de l'univers qui concerne toute la classe. Et celle-ci, elle est de 7 sur 30. Alors à partir de là, on a quelques petites propriétés. En gros, les probabilités conditionnelles suivent les mêmes règles que les probabilités vues dans les classes précédentes. Donc, si j'ai un événement A dont la probabilité est non nulle et un événement B, eh bien la probabilité de B sachant A, elle est comprise entre 0 et 1. On le savait déjà pour n'importe quelle probabilité. On ne peut pas aller en dessous de 0, on ne peut pas dépasser 1. On peut également parler d'événements contraires et de probabilité de l'événement contraire. Eh bien, la probabilité de B bar sachant A est égale à 1 moins la probabilité de B sachant A. Donc, B et B bar sont donc deux événements contraires. Donc, la condition sur A ne change rien à la formule, on garde la même. Et enfin, dernière formule qui est une conséquence de la formule qui définit la probabilité conditionnelle, c'est que P de A inter B est égal à P de A fois P de B sachant A. Si on fait passer le P de A de l'autre côté, on le retrouve donc au dénominateur à gauche et on retrouve la formule que j'ai donnée précédemment. On peut attaquer maintenant les arbres de probabilité. Alors, on va voir maintenant comment on construit un arbre pondéré, un arbre de probabilité, et surtout comprendre comment on y place les données de l'exercice sur cet arbre. Tout ça, c'est lié, puisque quand on construit un arbre de probabilité, on va le voir, il va falloir au départ faire un choix, suivant les critères qui sont présentés dans l'énoncé. Regardons déjà ce que nous dit l'énoncé. On tire au hasard une boule dans une urne qui contient des boules rouges et des boules noires. Donc on a déjà un premier critère, les boules sont soit rouges, soit noires. L'urne contient 40% de boules rouges. On sait déjà la proportion de boules rouges et donc celle de boules noires nécessairement. Parmi les boules rouges, 75% sont gagnantes. Donc on imagine que sur la boule rouge, il est écrit gagné. Donc il y aura des boules qui seront marquées gagnantes et des boules qui seront marquées perdantes. On a donc là un deuxième critère dans le contexte de notre énoncé. Boule gagnante, boule perdante. Donc, elles peuvent être soit rouges, soit noires, soit gagnantes, soit perdantes. On peut imaginer donc une boule rouge marquée perdante et une boule noire marquée gagnante. C'est chaque fois soit l'un, soit l'autre sur les deux critères. Et enfin,
on a 25% de boules noires et gagnantes. Alors là, on voit tout de suite que la façon dont est écrite cette dernière consigne est un peu différente de la précédente et on essaiera de voir mathématiquement ce que cela signifie. Pour notre arbre de probabilité, on aura donc un arbre de probabilité à 2 niveaux, car on l'a dit, j'ai 2 critères, rouge, noir, gagné, perdu. Mais finalement, sur notre arbre de probabilité, on pourrait imaginer soit un arbre de probabilité qui fonctionne de cette façon-là, avec donc comme premier critère, je tire une boule qui est rouge ou une boule qui est noire. Et comme deuxième critère, sachant qu'elle est rouge, elle peut être marquée gagnée ou perdue. Sachant qu'elle est noire, elle peut être marquée gagnée ou perdue. Sachant que, on voit venir ici la notion de probabilité conditionnelle. Mais je peux avoir une deuxième façon de présenter mon arbre. En plaçant en premier critère de choix le fait que la boule est marquée gagnée ou perdue. Donc, je tire une boule marquée gagnée ou perdue. Deuxième critère, sachant qu'il est écrit gagné sur la boule, elle est rouge ou elle est noire. Sachant qu'il est écrit perdu sur la boule, elle est rouge ou elle est noire. Eh bien, les deux arbres de probabilité sont justes. Mais suivant les données de l'exercice, eh bien, il faudra en faire un plutôt que l'autre. Pour faire le bon choix, regardons de nouveau les données de l'exercice. Donc, on tire au hasard une boule, etc. L'urne contient 40% de boules rouges. Je sais donc que parmi l'ensemble des boules, on a 40% de rouge. Et regardons nos arbres. Est-ce que ce 40% qui va être écrit 0,4, je pourrais le placer sur un des deux arbres? Eh bien, oui, clairement le premier. Parce qu'au départ, soit la boule, elle est marquée gagnante, soit la boule, elle est rouge, soit la boule, elle est noire. Donc, la probabilité qu'elle soit rouge est de 40%, 0,4. Donc, 0,6 qu'elle soit noire. Sur le deuxième arbre, je serais bien embêté pour noter ces 40%. Parce que l'entrée est soit elle est gagnante, soit elle est perdante. Mais après, on est déjà dans le cadre d'une probabilité conditionnelle, pas d'une probabilité directe. Or, les données de l'exercice nous disent c'est une probabilité directe, 40% sont rouges. Donc cet arbre-là ne convient pas, on va travailler avec celui-ci, c'est celui qui est donc prêt en grand. J'explique un petit peu les notations, donc on l'a dit, en entrée, soit la boule elle est rouge, soit elle est noire. J'ai noté R, donc la probabilité d'obtenir une boule rouge. Si elle n'est pas rouge, elle est nécessairement noire. On peut parler d'événement contraire, P de R bar, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rouge, qui veut dire qu'elle est noire. Donc on a ici la probabilité de R et la probabilité de R bar. On passe au deuxième niveau de notre arbre. Sachant qu'elle est rouge, je retrouve ici la probabilité qu'elle est gagnante. Donc, P de G, sachant R. Sachant qu'elle est rouge, on le retrouve le R ici, sachant qu'elle est rouge, quelle est la probabilité que j'ai une boule perdante? C'est-à-dire, j'ai écrit G bar, puisque soit elle est gagnante, soit elle est perdante. On parle également ici d'événements contraires. Et sur la deuxième branche de l'arbre, on retrouve la même chose, seulement on aura ici comme condition R bar, on le voit, puisqu'on est ici dans le cadre d'une condition sur le fait que la boule est noire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rouge. On peut donc maintenant placer toutes les données de l'exercice. Et on va voir si le choix qu'on a fait de commencer par rouge ou noir au premier niveau était le bon. L'urne contient 40% de boules rouges, ça on l'a déjà dit, on peut le noter donc ici, 40% ou 0,4, c'est-à-dire P de R égale 0,4. Continuons la lecture. Parmi les boules rouges, 75% sont gagnantes. Parmi les boules rouges, j'ai donc restreint l'univers aux boules rouges. Je suis là dans le cadre d'une condition, d'une probabilité conditionnelle. Parmi les boules rouges, 75% sont marquées gagnantes. Cette phrase-là se traduit par P de G sachant R égale 75% égale 0,75. Alors, avant de poursuivre la lecture de l'énoncé,
on va pouvoir compléter maintenant mathématiquement notre arbre. Car on a une première règle qui nous dit que la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud, ici c'est un nœud, là encore, est égale à 1. On s'en doute bien. Si je regarde par exemple au niveau de ce nœud, soit elle est rouge, soit elle est noire. Je n'ai pas d'autre alternative. Du coup, si on a une probabilité de 0,4 qu'elle soit rouge, eh bien on aura une probabilité de 1 moins 0,4, puisque c'est l'événement contraire, qu'elle soit noire. De cette façon-là, on aura 0,4 plus, on peut donner le nombre maintenant, 0,6, qui est égal à 1. On a bien ici la probabilité des deux branches issues d'un même nœud qui fait 1. Ce qui veut dire que ici, je peux également compléter. Si là j'ai 0,75, là j'aurai nécessairement 0,25. On ne poursuit pas encore la lecture de l'énoncé. On va d'abord continuer à compléter notre arbre de probabilité, mais on va aller un peu plus loin, on va aller au-delà de l'arbre de probabilité. Car on a une deuxième règle qui nous dit que la probabilité sur l'extrémité d'un chemin est égale au produit des probabilités sur ce chemin. Ça veut dire quoi? Ici, j'ai un chemin, par exemple. Donc le chemin qui passe d'abord par rouge et qui va jusqu'à Gagné. Eh bien, la règle nous dit que la probabilité de l'extrémité d'un chemin, c'est-à-dire ce qui se trouve ici, est égale au produit des probabilités de ce chemin. Eh bien, c'est quoi les probabilités de ce chemin? C'est 0,4 et 0,75. Autrement dit, là, à l'extrémité d'un chemin, je trouverai 0,4 multiplié par 0,75 qu'on peut effectuer, qui nous donnerait 0,3. Ok. Mais en fait, c'est quoi ce produit? Bien, ce produit, c'est P de R fois P de G sachant R. Je vais l'écrire. P de R fois P de G sachant R. 0,4 fois 0,75. Mais ceci, ça me dit quelque chose. Affichons de nouveau la propriété que j'avais présentée tout à l'heure. Qui nous dit quoi? Que P de A inter B est égal à P de A fois P de B sachant A. Mais on pourrait très bien appliquer cette propriété à notre situation. Et finalement, P de R fois P de G sachant R serait égal à P de G inter R. Alors si du coup, sur un arbre de probabilité conditionnelle, à l'extrémité d'un chemin, on retrouve l'intersection des deux événements qui sont considérés sur ce chemin, on va pouvoir compléter ici, sans faire les calculs, les probabilités qui se trouvent à l'extrémité de ces chemins. Par exemple, pour ce chemin-là, on a ici du R et du G bar, on va retrouver la probabilité de G bar inter R. Pour ce chemin, on a du R bar et du G. On va donc retrouver la probabilité de G inter R bar. Et enfin, pour ce dernier chemin, on a là du R bar et du G bar. On va trouver donc probabilité de G bar inter R bar. On pourrait donc de cette façon-là compléter tout notre arbre de probabilité à condition d'utiliser enfin maintenant la dernière condition de l'énoncé qui nous dit qu'on a 25% de boules qui sont à la fois noires et à la fois marquées gagnantes. Alors attention, ici il ne s'agit pas d'une probabilité conditionnelle, c'est parmi toutes les boules, donc l'univers de toutes les boules, qu'on a 25% de noires et gagnantes. Donc on se trouve là bien dans le cadre d'une probabilité sur une intersection de deux événements, et c'est cette intersection-là qui est considérée. Les boules sont noires, R bar, et gagnantes, G. Eh bien, cette probabilité est donc égale à 25%, 0,25. Eh bien, du coup, on peut maintenant compléter tout notre arbre de probabilité. Pourquoi? Parce que je sais que 0,6 fois cette probabilité est égal à 0,25. Du coup, je vais pouvoir trouver cette probabilité. Par la règle qui dit qu'à partir d'un même nœud, la somme des probabilités sur les deux branches est égale à 1, je vais pouvoir trouver celle-ci, puis celle-ci, etc. De proche en proche, on peut tout compléter. Je te laisse mettre la vidéo en pause pour le faire et les résultats s'affichent ensuite.
Voilà, je te laisse regarder et comparer avec tes résultats. Et on va attaquer la troisième et dernière règle qui fonctionne sur un arbre de probabilité conditionnelle qui s'appelle en réalité la formule des probabilités totales. Et qui nous dit quoi? Eh bien, qui nous dit que la probabilité d'un événement qui est associé à plusieurs chemins est égale à la somme des probabilités sur chacun de ces chemins. Un exemple pour comprendre, je voudrais connaître la probabilité de G, la probabilité de tirer une boule gagnante. Parce que finalement, on l'a bien vu en entrée de cet exercice, eh bien, on avait une indication si elle était rouge ou noire, mais on n'avait pas d'indication si elle était gagnante ou perdante, de façon globale sur l'ensemble des boules. Grâce à notre arbre de probabilité, maintenant, on peut la voir. La probabilité qu'une boule soit marquée gagnante est sur cet arbre de probabilité partagé en deux parties. On les trouve ici, les deux parties. Là, j'ai la probabilité qu'une boule soit gagnante et rouge. Ici, j'ai la probabilité qu'une boule soit gagnante et pas rouge. Autrement dit, quelle alternative existe-t-il à part ça et ça? Aucune. Soit elle est gagnante et rouge, soit elle est gagnante et pas rouge. Il n'y a pas d'autre possibilité que celle-ci. Ce qui fait que la probabilité qu'elle soit gagnante, c'est-à-dire la probabilité d'un événement qui est donc associé à deux chemins, ce chemin et ce chemin, est égale à la somme des probabilités sur chacun de ces chemins. La probabilité qu'elle soit gagnante, elle est égale à la probabilité qu'elle soit gagnante et rouge ou gagnante et pas rouge. Voilà ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. P de G est égal à P de G inter R plus P de G inter R bar. C'est assez facile à retenir. Si j'utilise les données de l'énoncé, ça nous fait du 0,3 plus 0,25, autrement dit 0,55. Et on voit que grâce à cet arbre de probabilité, j'ai pu calculer la probabilité d'obtenir une boule gagnante. Je connais même la proportion de boules gagnantes dans l'urne. Elle est donc de 55%, donnée qui pourtant n'était pas indiquée dans l'énoncé. Alors mathématiquement, la notion d'indépendance est assez facile à retenir et à comprendre. C'est plus le sens qui est compliqué. Et pour cela, je t'invite encore une fois à te rendre sur les exercices qui sont liés là-haut et qui te permettront de mieux comprendre dans des contextes de la vie ce que signifie la notion d'indépendance. Mais je vais quand même l'expliquer ici. D'abord la définition. Mathématiquement, elle est assez simple à retenir, je l'ai dit. A et B sont indépendants à condition que P de A inter B soit égal à P de A fois P de B. Ok. Du coup, ceci entraîne une autre propriété qui est un peu moins officielle, mais qui finalement aide mieux à comprendre la notion d'indépendance. Et qui nous dit que A et B sont indépendants si et seulement si on a P de B sachant A qui est égal à P de B, et P de A sachant B qui est égal à P de A. Alors déjà, pourquoi ça? En quoi ceci est vrai? Bien, rappelons-nous de la formule. Je prends la première. P de B sachant A. La formule nous dit que ça c'est égal à P de A inter B sur P de A. Mais on vient de voir que si A et B sont indépendants, P de A inter B s'écrit P de A fois P de B. Le tout sur P de A. P de A en haut, P de A en bas, finalement il me reste P de B. Bien, c'est bien ce qui est écrit ici à droite. P de B sachant A est égal à P de B. On démontre de la même manière que P de A sachant B est égal à P de A. Mais qu'est-ce que ça signifie finalement? Ça signifie ici que P de B sachant A, donc P de B avec la condition sur A, c'est pareil que P de B sans condition du tout. C'est-à-dire que qu'on restreigne l'univers ou pas, pour le calcul de la probabilité de B, je trouverai la même chose. Ce qui, on l'a vu, n'est pas vrai dans certains cas. Dans le cas justement où A et B sont indépendants. Eh bien c'est ça la notion d'indépendance. Plus que cette notion d'intersection qui finalement, on aurait envie de dire, bah ça veut dire que l'intersection des deux est vide. Non, pas du tout. L'intersection de A et de B n'est pas nécessairement vide. Mais que l'un n'influence pas sur l'autre en termes
de conditions. P de B avec la condition sur A, on s'en fiche, c'est pareil que P de B tout court. Voilà la notion d'indépendance entre deux événements. Et pour finir, une petite propriété qui nous dit que si A et B sont indépendants, eh bien, par exemple, A bar et B sont également indépendants. Ceci entraînera que A bar et B bar sont indépendants aussi, ou que A et B bar sont indépendants également. On aura donc toutes les combinaisons possibles entre A, B, A bar et B bar. Cette séquence est terminée.